C'est bon. Donc on reprend. L'éducation des enfants, c'est en vérité l'école des parents. Je voudrais vous résumer très rapidement ce qu'on avait dit précédemment. Faire un point très rapide. C'est bon de faire un point. Ça vous permet de voir ce qui s'est passé dans les 3 semaines qui sont passées. On avait dit les réactions de l'enfant ne sont pas dirigées contre nous. Il se débarrasse d'une pression à sa manière. D'accord? Donc elles ne sont pas dirigées contre nous. On ne peut pas prendre les choses pour nous d'une manière générale. N'oubliez pas qu'on ne supporterait pas ce que l'on fait peser sur les enfants. Si on vous disait à vous, oui, et tu finiras ton assiette complètement, hein, et comment vous réagiriez si on vous disait, tu ne vas pas là-bas, et ni le ton qu'on emploie pour les enfants, que parfois les femmes emploient pour leur mari aussi d'ailleurs, oui, vous avez vu les réactions, eh bien sachez qu'un enfant ne fait que réagir à ces choses. Je vais aller un peu plus loin. On avait dit aussi, il ne faut surtout pas s'impliquer. Il faut regarder les scènes comme si elles étaient étrangères à nous, quelle que soit la scène en question. Pas de réaction impulsive, pas de punition excessive, ni inapplicable. On doit établir un lien de confiance, être crédible pour son enfant. On avait dit ça aussi, parce que l'enfant voit tout de suite votre faiblesse, il sent que vous n'êtes pas crédible et que vous vous contredisez, il foncera dans les trous de votre caractéristique, donc d'être crédible, d'accord ? On a dit aussi qu'on doit éduquer son enfant. Vous devez éduquer les enfants en tenant compte de leur derrière. Et leur derrière, c'est 2 choses. On entend par derrière leur nature. On entend par derrière leur mazal. Oui. Un enfant est destiné à avoir telle ou telle vie. Oui. Un enfant, il a une nature. Ce que vous ne savez pas, c'est que la nature qu'il a, l'enfant en question, est parfaitement adaptée à la vie qu'il doit vivre. Oui. Et Akadosh Baruch Hu, qui est un grand ami, plein de chesed, c'est un grand khan. Il a fait que les gens aient les qualités dont ils ont besoin pour pouvoir affronter leur existence. C'est pas les qualités, c'est pas leur nature qui provoque leur vie, c'est la vie qu'ils devaient vivre qui provoque leur nature. Seulement, oui, on devrait les guider dans ce sens-là. Mais quand je viens de vous dire ce que je viens de vous dire maintenant, je ne vous ai pas encore beaucoup aidé. D'accord? Parce qu'on connaît ni la nature de l'enfant, dans laquelle on doit le guider, ni sa vie future. Hein? Vous êtes dans tous les âges? Je suis même pour nous. D'accord, même pour nous. D'accord? Donc on doit guider un enfant selon sa nature, oui, et selon son derrière, ce qui veut dire selon sa nature et selon la vie qu'il va avoir. Mais je connais ni la nature de l'enfant, a priori, ni la vie qu'il va vivre. Ça, c'est évident. Donc, on dit ni l'un ni l'autre. Alors, comment on va faire? Et là, on a trouvé... On n'est pas encore arrivé au Chidushim qu'on a amené. Hein. Là, on a trouvé, dans la Parashat Vaïchi, on a vu que Yaakov bénissait ses enfants et que les brachot qu'il donnait à chacun de ses enfants étaient adaptés à la nature que lui savait déceler dans l'enfant. Lui n'a pas besoin de nos artifices à nous pour savoir qui on a en face de nous. Oui. Lui, Yaakov, savait qui étaient ses enfants, à chacun leur donner la bracha correspondante. Mais au passage, j'apprends quelque chose d'important. En vérité, je ne dois pas développer je ne dois pas combler les manques des enfants, je dois développer leurs qualités. C'est-à-dire, je dois décrypter la nature d'un enfant et je dois m'efforcer de le guider dans ce qu'il est. N'oubliez pas, oui, que ce qu'il est nécessaire pour lui. Il a une nature qui vous est étrangère, un fonctionnement que vous ne comprenez pas, que vous n'acceptez pas. Mais tout ça est conduit mina shamaïm, de telle sorte que cet enfant est ce qu'il faut comme matériau pour pouvoir affronter son existence. À mina shamaïm, que je vous ai donné les qualités, je ne devrais pas dire les qualités, donner le caractère qu'il faut à un enfant pour pouvoir affronter sa vie. Donc, la bracha qui a été donnée par Yaakov à ses enfants, oui, vous voyez qu'il nous a appris, Yaakov, qu'il ne faut pas regarder les manques, il faut gérer les manques. Oui, quand nous, on se précipite pour donner des leçons particulières à nos enfants, c'est parce qu'en vérité, ils nous vexent par leurs incompétences. Oui, et on devrait effectivement gérer les manques, mais on doit d'abord et avant tout, on a l'ardente obligation de développer leurs qualités. Et donc, même si la qualité me gêne, il est trop actif, il est ennuyeux, ou bien il est apathique d'ailleurs. Oui, il est apathique, mais il a besoin d'être apathique quand il va affronter une vie. Il fallait qu'il ait une vie dans laquelle il regarde, on dit ah ouais, ah bon, bah d'accord. Mais l'autre est au contraire très dynamique.
Ça nous gêne, ça et ça, sachez-le. En vérité, c'est ça les caractéristiques qui feront que demain ils affronteront leur vie. Et nous, ce qui nous gêne, c'est qu'ils soient mauvais en maths, mauvais en français, mauvais en ceci, mauvais en ça. Donc on s'empresse de les noyer sous des cours de rattrapage, parce que c'est notre vexation qu'on est en train de noyer ici. Oui, mais et nos manques à nous qu'on est en train de regarder. Mais le gosse, en vérité, l'enfant, en vérité, il faut développer sa qualité et sa personnalité. C'est ça que nous a appris Yaakov. Donc on avait dit ça encore, je ne fais que répéter ce qu'on a dit précédemment. Oui, il a les qualités innées qui ont été fournies à Akadosh très opportunément pour pouvoir lui faire affronter son existence. Dans notre rapport avec l'enfant, oui, alors comment on va faire pour nous? On ne sait ni la vie qu'il va avoir, ni les qualités qu'il a. Et en plus, quand on regarde ces qualités, elles ne nous plaisent peut-être même pas. Oui, mais je vous ai dit déjà, vous devez les accepter car c'est le patrimoine dont il a besoin pour pouvoir affronter sa propre existence. Alors la première innovation qu'on a fait, c'est comment on va savoir qui est notre enfant. Eh bien, sachez qu'on va savoir comment notre enfant dans le rapport que nous avons avec lui. Donc, privilégiez le rapport avec votre enfant. Ne vous écartez pas parce qu'il vous déplaît. Ne regardez pas, enfin, vous déplaît momentanément dans telle ou telle attitude. C'est extrêmement riche le rapport que vous avez avec l'enfant. Regardez-le d'une manière générale. Ne vous demandez pas comment il doit réussir dans l'existence, mais comment il doit développer ses propres qualités. Notre rapport avec lui est riche. Il va nous fournir et nous révéler, dans ce moment crucial, même quand les débordements sont énormes, oui, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin comme information pour pouvoir le guider sur son propre chemin. Je répète et re-répète. Nous devons développer les qualités de l'enfant et gérer ses manques, et non pas, oui, combler ses manques et ne pas s'occuper de ses qualités. Oui, c'est pour cela, les parents sont là pour ça. Comment je vais connaître ses qualités? Il va réagir avec moi. Donc dans mon rapport avec mon enfant, c'est là qu'il va se révéler. Pour ça, il faut que je sois neutre. Il faut que je ne sois pas moi-même une variable. Il ne faut pas que j'ai envie qu'il soit comme ça ou qu'il soit comme ça. Je dois regarder ces débordements. C'est extrêmement riche en informations pour moi. Oui, extrêmement riche en informations pour moi. Et je vais savoir qui il est et décrypter quelle est sa personnalité. Et sa personnalité, ses caractéristiques, son caractère que je vais développer. Donc je vais piquer dans son rapport avec moi tout ce dont j'ai besoin comme information pour pouvoir le guider. Pour ça, il faut être neutre. S'il ne vous plaît pas parce qu'il est trop actif, s'il ne vous plaît pas parce qu'il est étourdi, s'il ne vous plaît pas parce que ceci, c'est là, vous allez avoir une tendance naturelle à éteindre ses qualités. C'est pas possible de réagir comme ça, c'est une catastrophe pour l'enfant dans le présent et dans le futur. D'accord? Oui. Où est notre travail dedans? Puisque vous dites que c'est notre éducation. Donc du coup, notre éducation, c'est d'accepter les défauts de l'autre. C'est comme ça que nous, on va grandir? Non, c'est d'accepter les qualités de l'autre. C'est pas les défauts. Les défauts de l'autre, on les connaît, on les gère. Je vais vous dire autre chose. Mais là, il va falloir vous asseoir. Oui. Parce que j'ai beaucoup exagéré déjà les jours précédents. Un enfant est totalement irresponsable. Vous avez en face de vous une personne qui est totalement irresponsable. Vous voudriez bien que l'enfant vous comprenne. Vous aimeriez que l'enfant participe à son éducation. Vous aimeriez qu'il comprenne au moins son propre intérêt. Oui. Vous adoreriez qu'il vous soulage de toute la peine et vous mettez votre peine sur lui. On dit, regarde ce que tu me fais. Regarde où j'en suis à cause de toi. Oui. Regarde, et c'est pour toi qu'on fait tout ça. Oui. C'est dramatique ce que tu me fais, etc. L'enfant était responsable. Vous avez en face de vous, je vais outrer le propos, je vais exagérer, je vais trop le souligner, mais vous avez en face de vous, avec votre enfant, vous devez avoir la même relation que vous avez avec votre voiture. Si elle tourne à droite, c'est parce que vous avez tourné le volant à droite. S'il tourne à gauche, c'est parce que vous avez tourné le volant à gauche. Il réagit avec son patrimoine. Un enfant, c'est vous qui le faites réagir. C'est vous qui l'amenez là où il est. Quand vous voyez exploser à votre figure tout ce qui vous tombe dessus, c'est vous qui l'avez provoqué. L'enfant est irresponsable. Je m'explique. Oui. C'est des angles auxquels j'ai assisté. J'ai vu un enfant, c'est un neveu, un enfant qui était en train de monter sur une chaise et qui a fait descendre toute la farine qui était dans le buffet.
Alors la farine tombe par terre, les paquets éclatent, à la grande joie de l'enfant. Ouais. À la grande joie de l'enfant, il verse de l'eau dessus, il se vautre dans les trucs, dans la farine. Et puis, vous savez, c'est une question d'âge. Je vous ai parlé d'un enfant bas âge, mais vous pourriez trouver l'équivalent de la farine à tous les âges, d'accord? Il se vautre dessus, dedans, etc. Bref, le plaisir maximum pour l'enfant. La maman débarque, elle venait de laver la cuisine. Histoire vraie, hein? Elle venait de laver la cuisine. Et alors, naturellement, première réaction, elle se met à crier sur l'enfant, etc. Et le gosse la regarde en disant, mais qu'est-ce que tu veux? Je joue, moi. Je joue avec la farine. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est pire que ça. C'est pas je joue avec la farine. Mais il y a 1 heure, tu voyais que j'étais avec toi dans le bac à sable et que j'étais timoré et timide. Je ne voulais même pas mettre les mains dans le sable. Tu es venu avec moi, tu as mis les mains dans le sable, tu t'es sali, la bas de la jupe était dedans, les pieds dans le sable, et tu as fait avec moi tout ce que je fais maintenant avec la farine. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle différence la farine? Quelle différence c'est ça? Vous voyez qu'avec le patrimoine d'idées de l'enfant, le patrimoine est insuffisant pour pouvoir lui faire comprendre que la farine, c'est pas le sable, et le sable, c'est pas la farine. Tu étais très heureuse tout à l'heure quand j'ai accepté de me mettre les mains dans le sable avec toi, oui? Et maintenant, tu es très malheureuse quand je mets mes mains dans ce sable-là, qui est encore plus sympathique que le sable précédent. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez donc ici que l'enfant, vous avez en face de vous, un enfant au patrimoine insuffisant. Attention, il est intelligent, il connaît vos points de faiblesse, il sait réagir, il y a de la logique dans ses comportements, mais il y a de l'insuffisance dans sa compréhension. Un enfant n'est pas responsable, il n'a pas de date. Le seul adulte dans la scène, c'est vous. Il n'y a qu'un responsable, c'est vous. C'est vous, il n'y a personne de responsable, c'est vous le responsable. Ce n'est pas la peine de chercher une complicité avec l'enfant, un soutien chez l'enfant, une aide pour que c'est pour lui quand même. Oui, ne cherchez pas. L'enfant est totalement irresponsable. Vous avez en face de vous votre voiture. Si vous étiez au téléphone et qu'à cause de ça, vous avez frotté un mur ou poussé la voiture qui est en face, c'est vous le responsable. L'enfant, il réagit en fonction de vous. Et seulement en fonction de vous, d'accord? C'est un axiome total. Oui, l'enfant vous fait devenir chèvre, oui, mais c'est pas pour autant qu'il comprend son propre intérêt. L'enfant est incomplet. Il connaît vos faiblesses, mais il ne connaît pas son intérêt. Il n'a pas de perspective sur son avenir. Il ne voit pas. L'enfant peut aller faire des choses. Il n'a pas de hâte. Il peut faire des choses catastrophiques pour lui plus tard, oui. Et il le fait en rapport avec, en réaction mécanique avec ce que vous avez provoqué chez lui. Je m'explique. Un enfant, il vient et il signe son bulletin de notes. Et il amène un nouveau bulletin de notes aux parents. Ou bien, il signe sa punition. Oui. Pour ne pas la montrer aux parents. Oui. Alors, vous analysez le cas, vous dites, oui, c'est un menteur, ça vient sûrement du côté de mon mari parce que son père, il était comme ci et comme ça, etc. Moi, de mon côté, c'est pas comme ça, etc. L'enfant a peur de vous. Il n'a pas peur de vous forcément parce que vous êtes un tyran physique qui va prendre une claque, qui va être privé de son vélo pendant je ne sais pas combien de temps, etc. Non. Mais parce que vous prenez un air catastrophé. Et que donc, ici, il dit, mais qui m'a mis ce gosse-là chez moi? Que c'est quoi ce gosse-là? D'où il sort ce gosse-là? Il sort de vous, ce gosse-là. Hein. Et plutôt, il vous a été confié pour que vous l'éduquiez. Oui, et je vais rajouter une petite chose tout à l'heure, pour que vous l'éduquiez. L'enfant est totalement irresponsable. Bien sûr qu'avec le temps, son patrimoine se développant, il a une préhension de la vie plus importante, il a de plus en plus de dates, et plus ça va, plus il s'affiche. Oui, à condition que vous ne l'ayez pas cassé entre-temps, casser ses qualités, enfin casser ses qualités nécessaires à lui pour vivre sa vie, que vous n'ayez pas dépensé toute son énergie à essayer de combler ses défauts. Comme ça, lui, il n'a aucune réussite, parce que quand vous comblez les défauts, vous n'amenez pas la réussite à l'enfant. Hein. Vous n'amenez la réussite à l'enfant que quand vous développez ses qualités. Oui, quand vous comblez les défauts, il voit qu'il n'arrivera jamais
à la qualité de un tel, qui lui, avec les doigts dans le nez, il vous fait les devoirs, les machins, etc. Vous le remettez à niveau, c'est pas valorisant. Vous devez développer les qualités de votre enfant, mais elles ne vous plaisent pas. Ou plutôt elles ne vous ressemblent pas. Et donc vous vous appliquez à éteindre les qualités et à combler les manques, ce qui est quasiment l'amener à une chose inerte, ne pas s'occuper de lui et le laisser devant la vie défaillant, et vous êtes en train de casser l'enfant. L'enfant, vous êtes responsable. Oui. Oui. Si vous reprenez l'exemple que vous donnez là par rapport au fait de signer le bulletin de notes oui. ou la punition, finalement cette crainte elle est quand même bonne, parce que peut-être qu'avant d'avoir cette punition, il y en a 50 qui l'a raté parce qu'il avait cette crainte justement. La crainte n'est pas bonne. C'est la crainte de mal faire qui est bonne. Il a la crainte des parents. Il n'a pas la crainte de mal faire. Et donc vous vous trouvez devant un problème qui est insoluble. Vous êtes en train de combler les manques, développer les qualités et assumer les défauts de ces qualités. Comment on développe une qualité dans un cas pareil? Demandez-vous quelle qualité il a d'abord. Demandez-vous. Mais non, ici c'est pas. Ici, la qualité, c'est que finalement, il s'est. Oui, il y a une qualité. Il est ingénieur. Oui, mais mieux que ça, il s'est soumis à une réalité. Pour un enfant, c'est quelque chose d'important. Il a fait son calcul. Le père va me dire ça, la mère me dit ça, elle me dit encore, ce gosse-là, il ne vaut rien du tout. Et donc, je ne peux pas moi supporter ça parce que j'ai besoin, pour me développer, d'avoir un minimum d'estime de moi-même. Je ne peux pas accepter ça. Et donc, dans ce labyrinthe-là, il a choisi la mauvaise solution. Mais il a choisi une solution. Elle est mauvaise. Oui, c'est ça qui s'offre à lui comme solution. Après, laissez-le prendre cette habitude-là et vous allez voir un adulte tordu. Alors que si vous développez ces qualités qui prend l'habitude de réussir selon sa personnalité, oui, et que vous gériez ses manques, ne te comporte pas un tel qui parle mieux que toi, ou un tel qui calcule mieux que toi. Toi, tu sais faire ça. Ça y est, fais-le. Développez-le. Et on est censé réagir comment? J'ai entendu dire à propos de Rabbi Hirsch, de Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, qu'il a osé dire à propos de l'éducation de Esav, critiquer l'éducation que lui a fait fournir Yitzhak. Et il a dit si, au lieu de l'installer lui aussi dans les tentes jusqu'à 13 ans, il avait valorisé le fait qu'il soit capable de chasser et d'amener de la parnassa au Bnei Israël, eh bien à ce moment-là, peut-être que Esav aurait été mieux. Nous, on n'aurait pas dit ça parce qu'on ne peut pas critiquer Yitzhak. Mais Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, il l'a dit. Donc il a osé dire, il fallait tu regardes la nature de ton enfant, ça te déplaît parce que tu es Yitzhak. Ça te déplaît. Toi, tu veux des Talmidei Chachamim, des Avrechim, des gens qui étudient la Torah. Koshen Mishpat, en amont. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? D'où il me sort celui-là? Dit. Yitzhak, il aimait Esav. Apparemment, il n'était pas contre lui parce qu'il lui amenait à manger, au contraire. On a fait tout le cours de la semaine dernière, on ne va pas recommencer. Mais on peut prendre cette direction pour expliquer l'histoire. Et oui, on a expliqué la semaine dernière qu'est-ce que ça veut dire qu'il aimait Yitzhak. Oui. Donc ici, en tout cas, vous voyez, et tout est comme ça. L'enfant n'a pas un patrimoine d'aider qui lui permet de se diriger. Il n'a pas ses perspectives en tête. Il n'a pas son avenir en tête. Et c'est vous son avenir, en quelque sorte. Je m'explique. Dans Parashat Vayetse, cette paracha qui vient de finir maintenant, il y a un magnifique épisode dans lequel on dit, on voit Yaakov qui dit Enze, il se dort dans un endroit et il se réveille, il dit Ma'anora makom hazeh, combien redoutable est cet endroit-là, qui disait Enze ki'im sha'ar hashamayim ve beit Elokim uba sha'ar hashamayim. C'est à la fois la maison d'Hachem et la maison d'Hachem et les sha'ar hashamayim, la porte des cieux. Et la question qui se pose, c'est que la porte des cieux et la maison d'Hachem, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Je dirais même que c'est peut-être totalement l'opposé. La porte des cieux, c'est en bas, c'est Sha'ar HaShamayim, la porte des cieux. Rachid dit d'ailleurs, la porte des prières. Et si c'est la porte des prières, c'est en bas. Oui. Et le Beit Elokim, c'est en haut, en quelque sorte. Et le Khatam Sofer vient et dit, je vais vous poser une autre question. Et avec cette autre question, il va résoudre ce problème-là. Dans les keynotes des Ashkenazim, de Tisha B'Av, on dit que le Enze Ki'im, ceci n'est que Beit Elokim, la porte, la maison d'Hachem, c'est une kina, c'est une lamentation. On demande si c'est une lamentation, oui, il a vu le futur Beit Hamikdash, en quoi ça peut être une lamentation? Oui, au contraire, c'est pas une lamentation, c'est magnifique, oui.
Et le Khatam Sofer dit là-bas, non, c'est une lamentation car il a vu et la construction du Beit Hamikdash et sa destruction. On demande, mais où il a vu sa destruction? Et je comprends qu'à Tisha B'Av, j'en fasse une lamentation à ce moment-là. Oui, mais où il a vu la destruction? Et il répond, le Khatam Sofer, il dit, il y a un Rashi qui dit que le rêve du Soulam, le rêve de l'échelle de Yaakov, c'était que les pieds étaient à Beersheba et le sommet de l'échelle, il était à Bethel, où se trouvait, où avait dormi à son retour de Haran Yaakov, et Emsa Shipua, au milieu de la pente, se trouvait Yerushalayim. Oui. Et on dit que, puisqu'il s'est dit, mais j'ai pas pu dormir sans être passé dans l'endroit où ont prié mes ancêtres, oui, quand il s'est réveillé, devant cette daga, devant ce souci, et on dit qu'il a eu Kfisat Aderer, le chemin s'est raccourci et l'a amené directement au Beit Hamikdash. La quasi-totalité des commentateurs, des Mefarshim, expliquent qu'en vérité, Kfisat Aderer, quand le chemin se raccourcit sous tes pieds, c'est toi qui avances plus vite. C'est pas que le chemin, le point d'arrivée vient vers toi. Oui. Eh bien, ici, Rashi est venu, il a dit, le Aramoria s'est déraciné et il est venu vers Yaakov. D'accord? Et tout le monde s'étonne, on dit, mais attends, que le chemin se raccourcisse, c'est pas ça, c'est l'inverse, oui. Pour quelle raison Rashi a-t-il éprouvé le besoin de faire venir Aramoria, Yerushalayim, le Beit Hamikdash, vers Bethel? Pour quelle raison il l'a fait? La réponse, c'est parce qu'il fallait désolidariser le Beit Hamikdash d'en haut du Beit Hamikdash d'en bas. Qu'ils ne soient pas alignés, en quelque sorte. Ne soient pas alignés, le haut et le bas. Car tant que le haut et le bas sont alignés, la personne est indestructible. Vous devez faire des enfants indestructibles, n'est-ce pas? Le haut et le bas étaient alignés. Et quand le haut, qui reste à sa place, parce que le haut est immuable, les vérités d'Hachem sont éternelles, oui. Et le bas, Akadosh Baruch Hu l'a déplacé, il a fait venir vers Yaakov. Le bas s'est déplacé, il pouvait, le Beit Hamikdash, devenir la proie des flammes. Et ça l'a été à Tisha B'Av. D'ailleurs, la raison pour laquelle il n'a pas étudié, il s'est endormi ce jour-là, alors que 14 ans précédemment, il avait étudié à la yeshiva de Shem Va'ever. Oui, pourquoi il a trouvé juste ce jour-là pour s'arrêter d'étudier? C'était Tisha B'Av. C'est pour ça qu'il s'est arrêté d'étudier. Et donc ici, en tout cas, je vois que tant qu'il y a alignement entre le haut et le bas, alors à ce moment-là, c'est indestructible. Il n'y a pas de destruction possible. Les parents doivent faire que leurs enfants soient indestructibles. Donc aligner le haut et le bas. L'enfant, c'est la variable. Le parent, c'est l'invariable. Oui. Et vous devez jongler, vous devez vous arranger pour qu'il y ait un alignement. Vous comprenez ici que c'est un travail très subtil, qui consiste non seulement à amener à votre enfant sous sa racine, et vous placez en tant que racine de l'enfant. L'éducation, elle est pour lui, et l'éducation, elle est pour vous. Oui. Si vous n'êtes pas capable d'être la racine des cieux pour ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est clair? Oui. Vous devez travailler comme ça. Donc ici, avec ce Khatam Sofer, on comprend en vérité le rôle des parents. Enfin, il m'est apparu plus clair le rôle des parents. Les parents sont en quelque sorte, les enfants sont sur terre, il leur manque tout ce qu'il faut comme moukhin. Il leur manque toutes les informations. Ils n'ont aucune de la perspective. Ils ne savent pas où ils vont. Ils font que réagir en permanence. Ils réagissent en permanence. Et de réaction en réaction, on doit les amener sous leurs racines. Oui, les rendre indestructibles. Vous avez beaucoup de relais déjà. Vous savez que vous devez développer leur qualité. Et vous arranger avec leur manque. Oui. Vous savez que vous devez les rendre parfaits. Oui. Et que le courant de vie passe en eux, de manière qu'ils soient alignés avec leur propre destin, avec leur propre fonctionnement. Et vous savez aussi que c'est désormais votre école à vous. C'est votre école. Maintenant, vos parents ne sont plus là pour vous dire tu fais ça ou tu fais pas ça. Oui? Non, ils sont encore là, mais vous les écoutez moins. D'accord? Voire vous ne les écoutez plus. Oui? Eh bien, vous savez qui est le parent des enfants désormais? C'est les enfants. L'éducation, le rapport que vous avez avec eux, qui vous contraint à prendre une forme certaine pour que l'enfant puisse se développer,
Faites de vous l'adulte que vous devez être. Akadosh Baruch Hu est très gentil, c'est un grand ami. Il donne à l'enfant les péripéties qui sont nécessaires pour qu'il rencontre son développement. Et il donne à l'adulte responsable, et seul responsable, oui, il donne à l'adulte responsable et seul responsable, il lui donne les moyens de se corriger comme le faisaient auparavant ses parents. Oui, il lui donne à ce moment-là les moyens de ne pas vivre dans l'errance. Sinon, l'adulte, il peut aller dans toutes les directions, il fait ce qu'il veut, il est libre. Eh bien, sachez que vos enfants ne vous contraignent pas. C'est un cadeau Minashamaïb qui vous indique une route. C'est des panneaux indicateurs, les enfants. Ils vous aident. Vous devez les remercier, pas les critiquer. Quand ils vous mettent dans une situation impossible, oui, vous devez féliciter pratiquement l'enfant, car c'est un cadeau qu'il vous fait pour pouvoir, en sortant de cette situation, l'éduquer à lui et vous éduquer à vous. C'est clair? Donc on devient des adultes une fois que nos enfants ils ont grandi. On devient nos adultes une fois qu'on a réussi à éduquer nos enfants. Et ça, c'est pas gagné. Et ça, c'est pas gagné. Donc, vous voyez avec ce Khatam Sofer, donc ici, que les seuls responsables sur la scène, c'est les adultes. Oui. Est-ce qu'on peut baliser certaines étapes par exemple, est-ce qu'on considère que la bar mitzvah et la bat mitzvah Évidemment. Alors, attendez, évidemment. Ça, c'est déjà... Mariage. D'accord, mais à quoi on passe après bar mitzvah, bat mitzvah? Première question. Deuxième question, quand les enfants se marient, ou quand nous, on se marie, est-ce qu'on, du coup, on sort du lien qu'on a avec les parents Nous sommes tous un kli qui reçoit et une force qui donne. On est un kli qui reçoit à propos de quelqu'un. Merci beaucoup. On est à la fois un kli qui reçoit et une force qui donne. Mais on est tous les deux simultanément et avec différentes personnes. Un talmide reçoit, mais il est le père de ses enfants et le mari de sa femme. Oui, il reçoit aussi de sa femme. Et tout le monde est à la fois keli, récipient qui reçoit, et en même temps, mashpia, il vient et il donne. D'accord? Cette qualité-là, on l'a jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de notre vie. Maintenant, elle est protéiforme, ça prend plusieurs formes. Au début, je suis qu'un enfant, je ne fais que recevoir, mais je donne à mes parents quand même le fait qu'ils puissent s'éduquer eux-mêmes. Parce qu'ils auraient le choix de considérer que je n'ai que eux à éduquer. Oui? Et non, les parents, très intelligemment, ils disent « Bravo, Hachem, ça va me donner une direction pour moi aussi ». Quand il me met hors de moi et que je ne pars pas hors de moi, que je me construis au contraire, je dois remercier cette situation-là en question. C'est comme ça que je me construis. D'accord? Donc on est tout ça tout le temps présent. Après ça, vous montez. Les enfants sont éduqués. Et vous avancez dans votre vie. Eux-mêmes ont une vue plus subtile de l'existence. Et donc l'échange avec vous est plus subtil aussi. Donc ici, vous avez un autre type d'échange. Et vous êtes, de nouveau, ce couple-là fonctionne, et ainsi de suite. Les enfants prennent de plus en plus de dates, mais ils en ont moins que vous, ou ils en ont moins que X. Et à ce moment-là, progressivement, toute la vie et toutes les péripéties de l'existence, on a le tort de regarder l'éducation de ces enfants comme un mouvement uniquement du haut vers le bas. C'est une grande erreur. C'est pour ça qu'on leur en veut et qu'on dit qu'ils pourraient quand même un peu participer. Franchement, ils sont pas gentils. T'es méchant. On lui dit c'est méchant. Oui, t'es méchant. Ils veulent pas participer, ils sont pas complaisants, ils posent des problèmes, mais en vérité, c'est pas leur problème, c'est ton problème à toi. Tu n'es pas apte à supporter une situation. C'est dramatique. Dans cette situation ici, tu es en train de te former. Si tu n'as pas la forme qu'il faut, tu te détruis et tu le détruis. Et quand il se détruit, il te détruit. Et on ne s'en sort pas. On est contraint de faire très attention, de regarder cette situation comme moi, adulte et seul responsable. Tout ce qui se passe, c'est moi qui en suis responsable, soit à cause de mon avant, soit à cause de mon après. Vous savez, dans le même exemple, le même petit exemple. Une fois, il y a le même enfant qui est venu voir sa maman et qui lui dit, hein? Le même. Décidément, aujourd'hui, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Oui. Et il lui a dit, maman, ça, c'est des glaces. Et la maman qui saute en l'air, il dit, mais comment tu parles? Je t'avais dit de ne pas fréquenter un tel. C'est lui qui t'apprend des mots comme ça. C'est pas ici que t'as appris des mots comme ça. Et le gosse qui lui dit, mais j'ai dit quoi? C'est des glaces.
C'est des glaces, des glaces. Et le gosse, il n'a pas un patrimoine qui lui permette de comprendre les choses. Il interprète les choses comme il pense. Ces choses-là, vous avez en face de vous quelque chose qui n'est pas développé, qui n'a pas de perspective, qui ne sait pas où il va, qui peut oblitérer gravement son avenir sans comprendre ce qu'il fait, et qui réagit finalement vis-à-vis de vous sans savoir. C'est une réaction mécanique. Vous devez, dans cette situation-là, trouver votre chemin pour lui donner son éducation et prendre la vôtre au passage. Mais en pratique, ça veut dire